12 janvier 1991. Les bombardiers furtifs américains Nighthawk décollent pour une des opérations qui vont leur donner la suprématie aérienne dans l'Irak de Saddam Hussein. 13 août 1940. Les chasseurs de la Royal Air Force interceptent les appareils de la Luftwaffe lors de la bataille décisive pour la supériorité aérienne dans le sud de l'Angleterre. La maîtrise de l'air est devenue un facteur essentiel de la guerre moderne. Avec, les troupes ont quasiment carte blanche. Sans, il est presque impossible de gagner une guerre. La stratégie est la maîtrise de l'air. « 22 juin 1940. Hitler contrôle la quasi-totalité de l'Europe de l'Ouest. Seule la Grande-Bretagne et son empire résistent encore. Leur cause semble perdue. Hitler est sûr que le gouvernement britannique demandera bientôt la paix. Mais le nouveau leader anglais Winston Churchill déclare « Nous ne nous rendrons jamais ». Hitler et ses stratèges comprennent qu'ils doivent trouver un moyen d'amener l'Angleterre à négocier. La menace suprême est l'invasion. Mais la Manche, aussi étroite soit-elle, leur barre le passage. Pour créer les conditions d'un débarquement, les planificateurs allemands regardent vers le ciel. 2 août 1990. Le minuscule État du Koweït, riche en pétrole, est envahi par son voisin, l'Irak. Les Nations Unies condamnent immédiatement l'attaque et exigent le retrait de l'Irak. Il est évident que Saddam ne quittera pas le Koweït. Avec l'approbation de l'ONU, le président américain George Bush père prend la tête d'une coalition pour libérer le pays. Mais l'armée irakienne est la 4e du monde. Du Koweït, elle est en position de balayer l'Arabie saoudite, peu peuplée, et de prendre le contrôle de plus de 50% des réserves de pétrole mondiales. Le commandant des forces de la coalition, le général américain Norman Schwarzkopf, et ses planificateurs doivent trouver un moyen de protéger l'Arabie saoudite, puis de forcer l'Irak à quitter le Koweït. Dans les deux cas, lors de la Deuxième Guerre mondiale, comme dans la guerre du Golfe, la stratégie est la maîtrise de l'air. Sans elle, ni les Allemands en 1940, ni la coalition des Nations Unies en 1990 ne peuvent atteindre leur but. Les avions ayant prouvé leur potentiel de destruction des forces terrestres durant la Première Guerre mondiale, la maîtrise de ce nouveau théâtre opérationnel devient essentielle à tout progrès sur le terrain. Les bombardiers stratégiques comme ces Gotha allemands peuvent causer d'énormes dégâts aux villes ennemies et au moral des civils. Certains théoriciens militaires des années 1920 et 1930 en viennent à suggérer que la puissance aérienne pourrait être la force armée suprême. Grâce à elle, les guerres vont être gagnées sans armée ni marine. Mais au cours du XXe siècle, il devient évident que ces affirmations sont exagérées. La stratégie de maîtrise de l'air est toujours le prélude d'autre chose, souvent de beaucoup plus vaste. Il faut se rappeler que la maîtrise de l'air est nécessaire pour dominer le ciel au-dessus d'un champ de bataille. Une fois la zone de combat sécurisée, toutes sortes de choses peuvent se produire. Aujourd'hui, la maîtrise de l'air est la condition préalable sine qua non de presque tous les types d'opérations militaires. Qu'on ait besoin de la suprématie aérienne au-dessus d'un secteur du champ de bataille pour une opération précise, ou de la suprématie totale pour dominer complètement l'ennemi, on ne peut obtenir ni l'une ni l'autre sans maîtrise aérienne. La maîtrise de l'air est si cruciale dans les opérations militaires modernes que la stratégie à suivre pour l'atteindre comporte des critères extrêmement rigoureux. La précision de l'objectif,
Les planificateurs doivent déterminer s'il leur faut la supériorité aérienne pour remplir une mission spécifique ou la suprématie totale. Les moyens servant à atteindre l'objectif sont également un facteur clé. Dans un combat aérien, la technologie est extrêmement importante. Le commandant dispose-t-il de l'équipement nécessaire ou doit-il adapter son plan au matériel disponible? Le rapport de force. Avec la sophistication technologique croissante de la guerre aérienne, le nombre des avions n'est pas seul en compte. La qualité des équipages qui s'en occupent, la précision et la puissance des armes qu'ils transportent, et les systèmes de radar et de surveillance qui les dirigent, peuvent rendre une petite armée beaucoup plus puissante qu'une grande. Le renseignement. Les stratèges doivent savoir contre quoi ils se battent et quelles cibles doivent être détruites pour atteindre leur but. Ils doivent aussi suivre le degré d'accomplissement de leurs ambitions militaires. La détermination. Les commandants doivent exécuter leur stratégie jusqu'au bout et ne pas se laisser entraîner à avancer trop vite, donnant ainsi à l'ennemi le temps de se reprendre. La grande erreur que font souvent les forces aériennes, c'est de disperser leurs efforts. Elles n'ont pas la ténacité nécessaire pour s'assurer la maîtrise de l'air. Elles se laissent détourner par toutes sortes de cibles tentantes. Mais tant qu'on n'a pas la maîtrise de l'air, attaquer de telles cibles n'est qu'un gaspillage de ressources. Paradoxalement, tout en poursuivant leur objectif avec détermination, les commandants doivent garder de la souplesse. Des armes ou des tactiques nouvelles introduites par l'ennemi peuvent réécrire complètement le scénario suivi par les planificateurs. En 1940, les Allemands sont étrangement lents à se fixer des objectifs précis pour la future bataille d'Angleterre, bien que les invasions de la Pologne et de la France aient prouvé l'importance cruciale de la maîtrise de l'air. Le 21 mai, un mois avant la capitulation de la France, la marine allemande soumet à Hitler une note indiquant les conditions d'une invasion de la Grande-Bretagne. En priorité, la maîtrise de l'air sur la Manche et le sud de l'Angleterre. Hitler ne répond pas. Il savoure ses victoires et pense que la Grande-Bretagne n'aura d'autre choix que de négocier la paix. D'après lui, il suffit de maintenir la pression. Fin juin, le maréchal Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, l'aviation allemande, lance un vaste programme. Détruire toute la Royal Air Force, pas seulement le Fighter Command qui défend l'espace aérien anglais. Göring assigne comme cible les bases de la RAF, les unités de soutien et les usines aéronautiques. Il ne mentionne pas d'invasion par mer. Les opérations de la Luftwaffe commencent en juillet par des attaques sur les navires marchands britanniques en Manche. Elles ont pour conséquence d'attirer la RAF, mais ne sont pas poursuivies. Il y a eu peu de raids sur les bases de l'armée de l'air anglaise. Ce n'est que le 1er août, après le rejet d'une offre de paix par la Grande-Bretagne, qu'Hitler déclare à ses commandants « Pour créer les conditions de la conquête finale de l'Angleterre, la Luftwaffe détruira la RAF avec toutes les forces sous ses ordres, le plus vite possible. » Göring planifie alors une campagne éclair pour neutraliser le Fighter Command. Des bombardements massifs attireront les chasseurs anglais dans les airs, où ils pourront être abattus au combat. Les attaques seront concentrées sur les bases de la RAF, afin de les rendre inopérantes et de démolir les avions au sol. Göring choisit le 10 août pour l'Adlertag, le jour de l'aigle, date du nouvel assaut. Sa stratégie va être mise à l'épreuve. Un demi-siècle plus tard, en 1991, Norman Schwarzkopf, commandant des forces de la coalition, affronte un défi similaire. Avec le général Horner, commandant de l'aviation, il doit élaborer une stratégie qui lui donne la maîtrise de l'air et isole les forces irakiennes au Koweït en attendant le début de la campagne terrestre.
Le service de stratégie et de planification aérienne du Pentagone propose un plan de libération du Koweït qui ne nécessite pas le lancement d'une offensive terrestre. Des frappes chirurgicales visant les dirigeants, bunkers de commandement, bureaux, résidences ou palais présidentiels, décapiteront l'ennemi, faisant des forces armées sur le terrain des appendices inutiles qui se rendront sans combattre. Une fois encore, la vieille idée que la puissance aérienne peut gagner des guerres à elle seule renaît, mais avec l'ingrédient supplémentaire de la précision. Le général Colin Powell, chef d'état-major des armées, et le général Charles Horner, chef de l'aviation, n'acceptent pas cette logique. Ils veulent qu'une grande partie de l'arsenal irakien soit détruit avant de déclencher une attaque terrestre. La stratégie élaborée par Horner est séquentielle. Premièrement, le système de défense anti-aérienne et l'aviation ennemie seront détruits. Ensuite, les voies de communication et de ravitaillement des forces irakiennes au Koweït et aux alentours seront coupées pour les isoler. Enfin, l'armée de terre sera pilonnée au maximum avant que la coalition ne lance l'assaut. Il y aura des frappes sur les dirigeants, mais l'accent est mis sur l'attaque des cibles blindées. Personne ne suppose qu'une campagne aérienne puisse à elle seule forcer les Irakiens à se retirer du Koweït. Angleterre, juillet 1940. L'adversaire de Hermann Göring, le maréchal de l'air Hugh Dowding, commandant des chasseurs de la RAF, sait que pour envahir le pays, les Allemands doivent avoir la maîtrise de l'air. Par conséquent, son objectif est simple, tenir le coup et empêcher la Luftwaffe d'atteindre son but. Il refuse de trop s'impliquer dans les combats contre les Allemands qui attaquent les navires marchands en Manche. Il est sûr que ces raids ne constituent pas la menace principale. Il attend patiemment de découvrir la véritable stratégie allemande pour la maîtrise de l'air. Irak, décembre 1990. Les planificateurs de Saddam Hussein sont à peu près dans la même situation stratégique que les Britanniques avant la bataille d'Angleterre. Ils savent qu'une attaque se prépare. Leur objectif est d'empêcher la coalition de prendre la maîtrise de l'air, ce qui lui permettrait d'attaquer à son gré la formidable armée irakienne au Koweït. Saddam est sûr que s'il réussit à mener le conflit dans une impasse, la coalition finira par se disloquer. Pour atteindre leur objectif, les planificateurs irakiens pensent satisfaire largement à la deuxième condition essentielle de la maîtrise de l'air. Les moyens de l'assurer. Comme les Anglais en 1940, les Irakiens possèdent un système de défense antiaérienne sophistiqué fourni par l'URSS et la France. Et comme les Israéliens l'ont découvert durant la guerre du Kippour, un tel système de défense intégré peut être une barrière formidable. Mais la tactique et l'armement ont évolué depuis. Dans la vallée de la Beka, au Liban, en 1981, l'aviation israélienne a vite démoli le système de défense antiaérienne mis en place par les Syriens. Elle a utilisé des drones pour leurrer les radars syriens et les forcer à révéler leur position, puis lancer des missiles directement dessus. Une fois les radars hors service, les batteries de missiles et de canons ont été neutralisées par des armes à guidage de précision. Les planificateurs du général Horner sont sûrs d'avoir les moyens de démanteler la défense antiaérienne irakienne bien plus lourde. Le premier fondamental de leur plan est de détruire les radars d'alerte avancés et les centres de contrôle régionaux du sud de l'Irak. Cela forcera les sites de missiles sol-air SAM à dépendre entièrement de leurs propres radars de recherche. Dès que des drones leurres les auront poussés à mettre leurs radars en fonction, ils seront attaqués par des barrages de missiles à tête chercheuse. Ensuite, les sites SAM pourront être éliminés méthodiquement avec des armes à guidage de précision et des bombes à fragmentation. Tout intercepteur irakien tentant de décoller sera détecté dans un rayon de 400 km
par des avions AWAC, système de contrôle et d'alerte aéroportée, et leurs radars à longue portée. Dirigés par les AWAC, les chasseurs de la coalition lanceront des missiles air-air à longue portée avant que l'ennemi ait eu le temps de réagir. Depuis 10 ans, la sophistication des leurs et des missiles à tête chercheuse s'est beaucoup améliorée. Pour opérer sa percée initiale, Horner utilisera 2 nouvelles armes remarquables. Le missile de croisière Tomahawk et le bombardier furtif Lockheed F-117 Nighthawk. Lancé d'un bâtiment de surface ou d'un sous-marin, le Tomahawk suit une trajectoire prédéfinie de près de 1300 km sous la couverture radar et frappe sa cible avec une précision chirurgicale. Quant au F-117 subsonique, il est totalement indétectable. Cet appareil remarquable est la dernière création des célèbres bureaux d'études Skunk Works de Lockheed, berceau des avions espions U-2 et Blackbird. Il transporte 2 bombes Paveway de 997 kg guidées par laser. Développée durant la guerre du Vietnam, la bombe Paveway a fait largement ses preuves en attaquant des cibles ponctuelles lourdement défendues. À présent, elle est guidée par un système amélioré, le Lantern. Les planificateurs américains sont les seuls à savoir que si l'armée de l'air possède des milliers de bombes Paveway, elle ne dispose que de quelques nacelles Lantern qui seront déployées par les 50 F-117 disponibles. Le reste des Paveway devra être lancé par les anciens F-111 à géométrie variable, dotés de systèmes de ciblage au laser datant du Vietnam. Néanmoins, les planificateurs sont sûrs que le nombre restreint d'avions furtifs, de drones et de missiles intelligents suffira à éliminer l'écran de défense antiaérienne irakien. Une fois obtenue la maîtrise de l'air, des bombardiers conventionnels comme le B-52 des années 1950, avec leur chargement de 3 tonnes de bombes, isoleront et détruiront les forces irakiennes au Koweït. Le J-Star est en développement. Ce système de radar et de contrôle aéroporté est conçu pour surveiller les mouvements au sol et guider instantanément les avions de la coalition à l'attaque. Seuls 2 prototypes sont opérationnels, mais ils sont disponibles. Les planificateurs irakiens semblent croire que leur système de défense étendu leur donne les moyens de stopper une offensive aérienne de la coalition. Ils n'ont pas compris ce qui les attend. En 1940, lorsque Göring et ses stratèges décident de se débarrasser des chasseurs de la RAF, ils adaptent leurs plans aux moyens à leur disposition. En 1940, les Allemands sont réalistes sur ce que leur aviation peut accomplir. Ils comprennent que les avions ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas, par exemple, mener une guerre d'usure contre les infrastructures économiques britanniques. Leur flotte de bombardiers est composée de bimoteurs moyens transportant un chargement relativement léger de 1800 kg. Ils se sont montrés parfaitement efficaces en Pologne et en France, en détruisant les aérodromes et autres cibles militaires. Le Heinkel HE-111 en est un exemple typique, ainsi que le Junker Ju-88. Ils sont appuyés par le bombardier en piqué Junker Ju-87 Stuka, d'une redoutable précision. Le principal chasseur allemand, le Messerschmitt Bf-109, est l'un des plus performants du monde, l'égal du Spitfire, et meilleur que les nombreux chasseurs Hurricane de la RAF. De plus, Göring est certain d'avoir davantage de chasseurs modernes que la RAF, bien que la Luftwaffe ait perdu près de 20% de ses Bf-109 2 mois plus tôt lors de l'invasion de la France. Dans le ciel, la bataille a été bien plus incertaine que ce que la victoire écrasante des Allemands a pu laisser croire. Pendant ce temps, l'adversaire anglais de Göring, le maréchal de l'air Dowding, a finalisé ses plans. Durant la Blitzkrieg en France,
il a refusé d'envoyer à la rescousse un seul de ses puissants Spitfire tout neufs. Pour la RAF, la situation n'est pas aussi mauvaise qu'elle le paraît. Les deux camps ont à peu près le même nombre de chasseurs. S'il y a nettement moins de Spitfire que de Bf-109, les Hurricanes sont de puissants bombardiers, tout à fait de taille face aux bimoteurs ME-110, les chasseurs bombardiers de la Luftwaffe. Et Dowding dispose d'un avantage inestimable, le radar. En 1936, il entend parler d'un nouveau système de détection des avions utilisant les ondes radio et développé par Robert Watson Watt dans un centre de recherche secret à Bawdsey sur la côte est de l'Angleterre. Dowding comprend immédiatement son potentiel. Il fait établir un cordon de stations radar sur les côtes est et sud de l'Angleterre. Celles-ci peuvent repérer et suivre un avion ennemi jusqu'à 160 km. Les Allemands remarquent les antennes, mais leur importance leur échappe. Dowding fait preuve de génie en intégrant le radar à son système de défense anti-aérienne. Le nouveau système de détection prend le nom de code Chain Home. Il peut repérer les escadrilles de bombardiers allemands en formation au-dessus de leur base en France. La nouvelle d'une attaque imminente est relayée par les contrôleurs de secteur jusqu'au quartier général des chasseurs de la RAF. Là, la progression de l'offensive allemande est suivie sur une carte à grande échelle. Le contrôleur peut alors décider quels sont les secteurs les plus importants et y envoyer ses escadrilles au besoin. Juste à temps, la Grande-Bretagne a acquis les moyens de concentrer ses précieuses ressources précisément là où elles sont nécessaires. Les raids allemands du mois de juillet sur la Manche donnent à Dowding et son équipe le temps de tester leur système et d'affiner leur tactique. C'est une répétition générale vitale. Le radar en 1940, comme la technologie furtive et intelligente de 1990, sont des facteurs cruciaux dans la condition suivante de la stratégie de maîtrise de l'air. Le rapport de force. Les autres éléments qui décident de l'équilibre entre aviations ennemies. Le système de défense antiaérienne basé sur le radar permet au maréchal Dowding de garder ses avions de chasse au sol jusqu'à ce que l'ennemi soit relativement prêt. Il n'a pas besoin de gaspiller ses forces en envoyant d'incessantes patrouilles aériennes et peut concentrer toute sa puissance sur l'ennemi. De plus, la RAF se bat chez elle. Les chasseurs peuvent rentrer à leur base pour se réarmer, se ravitailler et repartir au combat beaucoup plus vite que les Allemands. C'est l'exemple parfait de ce que les militaires appellent un multiplicateur de force, qui accroît le nombre d'appareils dont dispose réellement Dowding. En revanche, la Luftwaffe est loin de ses bases. Le Bf-109 ne peut soutenir que 20 minutes de combat au-dessus du sud de l'Angleterre et 5 minutes au-dessus de Londres. En planifiant la bataille d'Angleterre, la Luftwaffe fait l'erreur de compter les avions au sol, le nombre exact d'appareils de la RAF, plutôt que d'estimer sa capacité à maintenir les appareils en vol. Tout aussi essentiel, la plupart des pilotes allemands qui survivent après avoir été abattus finissent prisonniers de guerre, tandis que les aviateurs de la RAF sont souvent de retour au combat le même jour. Pour la maîtrise de l'air, la disponibilité de pilotes entraînés est souvent plus importante que l'apport d'avions supplémentaires. Tout comme la proportion entre le nombre de chasseurs bombardiers de deux aviations ennemies, le nombre de pilotes aguerris est souvent plus équilibré qu'on ne le prétend. Au niveau du rapport de force, la RAF est gagnante. Dans le Golfe, en 1990, Saddam Hussein détient une arme aérienne qui pourrait avoir un effet hors de toute proportion avec sa valeur militaire réelle. Le missile soviétique Sol-Sol Scud est son lanceur mobile. Il a une portée de 280 km. Assez loin pour toucher Israël. L'ogive peut être chimique, biologique ou nucléaire.
même avec une simple tête explosive, viser des villes israéliennes pourrait provoquer des contre-attaques qui risqueraient de faire capoter la fragile coalition de l'ONU, dont plusieurs pays arabes font partie. Contre cette attaque, les États-Unis ont développé un système antimissile, le Patriot, dont les essais sont presque terminés. Dans d'autres domaines aussi, les nouvelles technologies des années 1990 servent d'énormes multiplicateurs de force aux planificateurs de la coalition. Les quelques avions furtifs armés de missiles guidés par laser bombardent avec une précision chirurgicale et ont un impact totalement disproportionné par rapport à leur nombre. Un seul missile Tomahawk, redoutablement précis à 1300 km de distance, peut faire le travail d'escadrilles de bombardiers larguant des bombes conventionnelles. La portée des radars AWAC permet aux chasseurs et aux bombardiers d'intercepter les avions ennemis au décollage et de les détruire de très loin. Non seulement les Irakiens ne disposent pas de cet équipement dernier cri, mais ils ne semblent pas conscients de son importance. Comme pour les Allemands qui ignorent la signification des radars en 1940, cela traduit un grave manquement au quatrième principe de la maîtrise de l'air. Le renseignement. Les stratèges doivent savoir contre quoi ils se battent, quelles sont leurs cibles et si leur frappe a réussi. En 1940, les services de renseignement de la Luftwaffe ne comprennent pas que les antennes des côtes britanniques sont la clé d'un système de défense antiaérienne compliqué et centralisé. Göring est avisé que les escadrilles de la RAF ne peuvent pas quitter leur secteur et qu'une interception par de nombreux chasseurs est donc peu probable. De plus, la Luftwaffe sous-estime gravement le nombre de chasseurs britanniques disponibles, la vitesse à laquelle ils peuvent être remplacés et leur qualité. Elle croit le Bf-109 bien supérieur au Spitfire et même le lourd ME-110 meilleur que le Hurricane. C'est avec cette extraordinaire suffisance que les stratèges de la Luftwaffe finalisent leur plan pour l'Adler TAG. De leur côté, les Anglais ne se font pas d'illusions sur la tâche qui les attend et surévaluent dès le début le nombre d'avions déployés contre eux. Les services de renseignement des deux camps surestiment invariablement le rythme auquel l'ennemi est abattu. Pour les Anglais, ça n'a pas grande importance. Ils estiment déjà que la Luftwaffe a beaucoup plus d'appareils qu'en réalité et ne sont pas surpris par leurs vagues incessantes. Mais les pilotes allemands sont sérieusement ébranlés de voir que la RAF continue à riposter alors qu'elle devrait manquer d'avions depuis longtemps. En 1990, les services secrets irakiens semblent n'avoir rien fait pour préparer Saddam Hussein et son haut commandement à l'orage qu'ils vont essuyer, ni au fait qu'il s'agit d'un tout nouveau genre de guerre aérienne. En revanche, ceux de la coalition auraient plutôt tendance à surestimer la force et la résistance de l'aviation et du système de défense antiaérienne irakien. Horner et ses planificateurs sont correctement informés sur les cibles fixes qu'ils doivent toucher pour obtenir la suprématie aérienne. Un tel niveau de précision leur permet de bâtir l'une des stratégies de maîtrise de l'air les plus élaborées et les plus dévastatrices de l'histoire. Irak, janvier 1991, et nord-ouest de la France, août 1940. Les attaquants sont prêts à passer à l'action. L'heure est venue de voir ce que les défenseurs leur réservent. Nord-ouest de la France, août 1940, et Golfe Persique, janvier 1991. Les équipages abordent la phase finale et décisive de la stratégie de maîtrise de l'air. La détermination. Poursuivre l'exécution du plan jusqu'au bout, tout en gardant suffisamment de souplesse pour répondre à l'imprévu. Pour la Luftwaffe, le 10 août est l'Adler TAG, le jour de l'attaque principale sur le Fighter Command de la RAF. Mais le mauvais temps force Göring à le retarder jusqu'au 13. Se doutant que les antennes radar britanniques ont une certaine importance,
les Allemands les attaquent le 12. L'une d'elles subit de graves dégâts et 2 sont temporairement hors service. Les Anglais les remontent aussitôt et les Allemands en déduisent que les raids ont eu peu d'effet. C'est ainsi que pour l'offensive principale, Göring donne l'ordre de se concentrer sur les aérodromes de la RAF. C'est sa première grosse bourde. Il ne suit pas sa stratégie avec suffisamment de détermination. Quelques raids de plus sur les radars auraient peut-être privé le Fighter Command de ses yeux. L'erreur de Göring souligne le rôle essentiel du renseignement à ce stade de la stratégie de maîtrise de l'air. Quand on s'engage dans une bataille pour la maîtrise de l'air, il est important de savoir quand le travail est terminé ou est en passe de l'être. La difficulté est de collecter les informations qui vous permettent de prendre cette décision. Le 13 août, Göring et ses commandants se rassemblent sur la côte française pour assister au lancement de l'offensive principale. Et durant les 2 semaines qui suivent, les 2 aviations restent bloquées dans une bataille d'usure sans issue. Le système de défense antiaérienne mis en place par Dowding avant la guerre se révèle vital. Les groupes de bombardiers allemands en formation sont repérés en France et leur approche est suivie. En un minimum de temps, les chasseurs anglais sont envoyés au-devant des attaquants pour les intercepter le plus efficacement possible. Grâce à cette première erreur fondamentale de Göring, la RAF jouit de son avantage pendant toute la bataille. Mais les combats incessants et les raids sur les aérodromes affectent les Anglais. Les 2 camps perdent à peu près le même nombre d'avions de chasse. Mais durant le mois d'août, un quart des pilotes du Fighter Command sont mis hors jeu. Ceux qui restent doivent accomplir plusieurs missions par jour, souvent sans repos suffisant. Le rythme est insoutenable. Début septembre, la RAF est proche de l'épuisement. Et soudain, le 7 septembre, les attaques d'aérodromes cessent. Göring a encore changé de tactique. Plus de 1000 bombardiers se dirigent droit sur Londres. 16 janvier 1991, 18h45, heure de Washington, 2h45 le lendemain matin, heure de Bagdad. La phase aérienne de l'opération Tempête du désert débute de manière spectaculaire alors que les sirènes d'alerte retentissent et que toute l'artillerie antiaérienne de la ville, la triple A comme disent les pilotes, ouvre le feu. Les journalistes excités dictent leurs articles au téléphone. Brusquement, à 3h du matin, heure locale, les lignes sont coupées. 2 bombes d'1 tonne, guidées par laser, larguées par un F-117 Nighthawk, ont trouvé leur cible. L'immeuble des télécommunications du gouvernement irakien. Simultanément, les bombes de 7 avions furtifs dévastent d'autres centres de télécommunications, le quartier général de la défense aérienne et les bunkers de commandement de la ville. 6 minutes plus tard, les premiers des 54 missiles de croisière Tomahawk s'écrasent sur le ministère de la Défense, sur le siège du Baas, le parti au pouvoir, sur les palais présidentiels et les centrales électriques. C'est ainsi qu'on se rappellera de la campagne aérienne de Tempête du désert. Mais en réalité, l'action importante de cette première nuit se déroule loin au sud, à l'écart des caméras de télévision. À 3h-22, 15 hélicoptères américains détruisent 2 sites de radars d'alerte avancés à la frontière sud. Les avions profitent du vide ainsi créé pour foncer au nord. Ils encombrent les écrans radars de Bagdad et attaquent les centres de défense antiaérienne. Ils sont suivis par des drones cibles qui forcent les batteries de missiles irakiennes individuelles à activer leurs propres radars. Elles sont alors assaillies par une grêle de missiles. Au cours des 3 jours suivants, 70 postes frontaliers qui n'avaient pas allumé leurs radars sont éliminés. Il en résulte la création d'une vaste zone au-dessus de 3000 mètres d'altitude dans laquelle les avions de la coalition peuvent opérer pratiquement sans obstacle. Tout chasseur irakien tentant d'intervenir est rapidement mis hors de combat par des intercepteurs lancés par les avions Hawk.
Plus de 40% des touches se font hors de vue, les pilotes étant simplement guidés par les radars AWACS. Une fois l'armée de l'air irakienne clouée au sol, plus de 400 de ces 600 abris blindés sont détruits à l'aide de bombes anti-bunker guidées par laser. Le 11e jour, les derniers aviateurs irakiens se réfugient en Iran où ils sont internés. La coalition a obtenu la suprématie aérienne totale. La phase initiale de la stratégie de maîtrise de l'air du général Horner s'est mieux déroulée qu'on osait l'espérer. 15 septembre 1940, la Luftwaffe monte une nouvelle attaque d'envergure sur Londres. Pour Göring, ce changement de tactique va se révéler une erreur catastrophique. Le tournant de la bataille d'Angleterre a été la décision des Allemands de cesser de bombarder les bases de la RAF. Il est intéressant de noter qu'en réalité, ils étaient très près d'atteindre leur but et d'empêcher la Royal Air Force de voler. Si les raids sur les aérodromes s'étaient poursuivis, la RAF aurait très bien pu être éliminée. À la place, elle peut se reconstruire et récupérer. À présent, c'est la Luftwaffe qui commence à souffrir. Les pilotes allemands sont déconcertés par la RAF qui semble toujours les attendre en bien plus grand nombre que ce qu'ils escomptaient. Dans la fièvre de la bataille, les deux camps surestiment largement les pertes adverses. Le moral de la Luftwaffe chute à mesure que ces bombardiers sont interceptés, alors que l'ennemi devrait avoir été chassé du ciel. Entre le 7 et le 15 septembre, les Allemands perdent 199 bombardiers et 99 chasseurs, un rythme qu'ils ne peuvent soutenir. En fin de compte, les raids de jour sont abandonnés le 5 octobre. Une semaine plus tard, Hitler annule l'opération Sea Lion, l'invasion de l'Angleterre, reconnaissant ainsi que son aviation n'est pas parvenue à s'imposer. Le Blitz sur les villes britanniques continue jusqu'au printemps 1941. Mais en réalité, la bataille d'Angleterre a été gagnée par la RAF au moment où la Luftwaffe a cessé d'attaquer ses aérodromes. Une fois encore, l'incapacité des planificateurs allemands à poursuivre leur stratégie jusqu'au bout laisse la RAF libre de ses mouvements. La raison la plus communément donnée pour expliquer la décision catastrophique de Göring est qu'il agissait sur l'ordre de Hitler, rendu furieux par 2 petits raids anglais sur Berlin à la fin août. Mais des études récentes suggèrent que les stratèges de la Luftwaffe se préparaient à changer leur plan indépendamment des lubies du Führer. À nouveau, le renseignement leur a fait défaut. L'énorme surévaluation des pertes anglaises les mène à croire que la RAF est pratiquement à genoux et que l'heure est venue de briser le moral des civils pour les forcer à capituler. La Luftwaffe ne finit pas le travail entrepris. Elle commence la campagne en concentrant ses efforts sur le Fighter Command. Elle parvient à l'acculer. Mais au moment même où les chasseurs sont sur le point de craquer, la fatigue des pilotes devenant un problème critique pour la RAF, les Allemands changent de cible et attaquent les villes. Ce qui offre un répit précieux au Fighter Command et lui permet de refaire ses forces. C'est une erreur dont la Luftwaffe ne s'est jamais remise. Après la guerre, on a déclaré que la Luftwaffe avait perdu la deuxième partie de la bataille d'Angleterre parce que ses bombardiers n'avaient pas la taille, le rayon d'action et la capacité de chargement de bombes nécessaires. Ceci ne tient pas compte du fait que les bombardiers moyens allemands avaient prouvé en Pologne et en France qu'ils pouvaient être redoutables contre des cibles militaires spécifiques. Et que début septembre, malgré leurs pertes, ils étaient en passe d'écraser la RAF. En réalité, c'est le passage au bombardement des villes qui fait perdre à la Luftwaffe la bataille d'Angleterre. Comme le démontreront plus tard l'offensive anglo-américaine en Allemagne et les dévastations américaines au Japon et au Nord-Vietnam, il est impossible de briser le moral des civils uniquement par des bombardements, quel que soit le nombre d'avions ou leur taille.
Irak, janvier 1991. À la fin de la première semaine, les opérations visent à isoler l'armée irakienne au Koweït. 41 des 54 ponts routiers et ferroviaires entre Bagdad et le Koweït sont détruits. La capacité des voies de ravitaillement vers le sud est réduite de 90%. À basse altitude, les avions de la coalition sont toujours menacés par la défense antiaérienne et les batteries de missiles dont les radars ne sont allumés qu'au dernier moment. L'aviation britannique en souffre particulièrement quand elle attaque les bases aériennes à basse altitude, avec une arme larguant des bombes de cratérisation sur les pistes d'atterrissage. 4 tornados sont abattus par des barrages de AAA. Néanmoins, la stratégie de maîtrise de l'air se poursuit. L'élimination des forces terrestres irakiennes commence. Les vieux B-52 larguent un tapis de bombes sur les positions défensives irakiennes, tuant quelques 9000 soldats. Les raids ont un effet dévastateur sur le moral des troupes. En 3 semaines, entre 100 et 150 000 hommes désertent. Le deuxième jour offre un bon exemple de la nécessité d'une certaine souplesse dans l'exécution d'un plan rigoureusement chorégraphié, quand les Irakiens lancent 7 missiles Scud sur Israël. Immédiatement, Horner envoie ses F-15 Strike Eagle détruire les sites de lancement fixes. Durant le reste de la campagne, les F-15 se tiennent prêts à s'élancer contre les lanceurs mobiles, désormais localisés avec précision par les forces spéciales de la coalition. Cette action rapide, associée au déploiement de missiles antimissiles Patriot pour protéger les villes israéliennes, prévient une riposte de l'État hébreu qui risquerait de menacer la cohésion de la fragile coalition de l'ONU. Au moment du lancement de la deuxième phase de l'opération Tempête du désert, la campagne terrestre, plus de la moitié de l'armée irakienne est éliminée. Le reste s'effondre en une semaine. Cette extraordinaire victoire aura coûté la vie à moins de 200 soldats de la coalition et aucun char n'aura été perdu. L'importance de la maîtrise de l'air au-dessus d'un champ de bataille n'a jamais été prouvée aussi incontestablement. Dans le sud de l'Angleterre en 1940 et en Irak en 1991, gagnants et perdants se distinguent nettement. Dans les deux cas, comment les adversaires ont-ils satisfait aux conditions de la stratégie de maîtrise de l'air? L'objectif. Lors des deux campagnes, le défenseur a un objectif précis, la survie. En 1940, Dowding et le Fighter Command de la RAF réussissent à rester en opération jusqu'à l'épuisement de la Luftwaffe. En 1991, le système de défense antiaérienne des Irakiens se révèle inapte à leur conserver la maîtrise de l'air. En 1940, Göring est lent à se concentrer sur son objectif final. Alors que Horner, en 1991, sait précisément ce qui doit être fait pour atteindre son but. Les moyens. En 1940, les adversaires de la bataille d'Angleterre sont souvent plus égaux qu'on ne l'imagine. Tous deux ont les moyens d'atteindre leur objectif. La victoire sera décidée par d'autres facteurs. De même, en 1991, les Irakiens semblent avoir le type d'armement sophistiqué nécessaire pour enlever à la coalition la maîtrise de l'air. Ce sont les autres éléments en jeu qui permettent au général Horner de faire pencher la balance aussi radicalement. Le renseignement. En 1940, la Luftwaffe est desservie par son service de renseignement, à la fois dans l'évaluation de la force de l'ennemi et dans l'estimation de la réussite de sa campagne. Si la RAF surestime le nombre d'avions allemands abattus, en fin de compte, cela n'a pas d'importance. En 1991, l'aviation irakienne est elle aussi handicapée par son service de renseignement.
rien n'est fait pour la préparer à la tempête high-tech qui va la balayer. Du côté de la coalition, les faiblesses du système de défense antiaérienne ennemi sont correctement évaluées et la maîtrise de l'air établie rapidement. Le rapport de force. Lors de la bataille d'Angleterre, c'est le radar et le système de défense antiaérienne intégré qui donnent à Dowding un avantage crucial sur Göring. Le fait que la Luftwaffe se batte au-dessus de l'Angleterre, loin de ses bases, a également un impact significatif dont les Allemands ne tiennent pas compte. En 1991, bien que la coalition combatte loin de chez elle, sa suprématie technologique fait office d'énorme multiplicateur de force. Des lancements de Scud plus soutenus contre Israël auraient pu avoir un effet totalement disproportionné par rapport à leur importance stratégique. Mais les Irakiens ne poursuivent pas jusqu'au bout. La détermination. Lors de Tempête du désert, le général Horner mène sa stratégie résolument, mais reste assez souple pour y apporter d'importants changements. L'ampleur de l'attaque aérienne de la coalition empêche les Irakiens de réagir avec cohérence. Par contre, en 1940, à 2 reprises, la RAF est près de la défaite. Mais les 2 fois, Göring change de cible avant de terminer le travail. Dowding concentre tout sur l'utilisation la plus efficace possible de ses forces pour amener la Luftwaffe à abandonner le combat. Quel est donc l'avenir de la maîtrise de l'air? Les reportages télévisés sur l'incroyable précision des nouvelles armes sont les images les plus impressionnantes de la bataille aérienne de Tempête du désert. Mais en 1991, moins de 10% des munitions étaient à guidage de précision. Lors de l'opération Liberté irakienne en 2003, presque toutes le sont. D'autant plus que les missiles sont désormais guidés en vol par un système GPS sans autre intervention. Ce qui est différent dans la technologie actuelle, c'est qu'elle permet à des munitions intelligentes d'être tirées de très loin. Par conséquent, sans besoin d'une plateforme aérienne relativement proche de la cible. Avec le développement par les Américains du JDAM, Joint Direct Attack Munition, un dispositif pouvant être fixé aux bombes conventionnelles pour les diriger par GPS, le guidage de précision s'étend à tous les types d'appareils. Associés au système G-Stars et aux drones de surveillance Predator, les forces terrestres ennemies peuvent désormais être touchées par des avions opérant en toute sécurité à des kilomètres de distance. La puissance des nouveaux systèmes est démontrée pour la première fois en Afghanistan, lorsqu'une poignée de forces spéciales américaines et britanniques lance des raids aériens chirurgicaux qui brisent la volonté de résistance des talibans. Ensuite, durant l'opération Liberté irakienne, les quelques unités blindées qui tentent ouvertement d'attaquer les Américains pendant leur avancée claire sont détruites par des frappes aériennes bien avant d'arriver au contact avec leur adversaire. Sur le théâtre des opérations, la maîtrise de l'air est enfin devenue le facteur décisif. Mais si une armée peut être détruite par les armes intelligentes modernes, en définitive, les forces terrestres seront toujours essentielles. Paradoxalement, la maîtrise de l'air peut créer les conditions de la victoire, mais elle ne pourra jamais assurer la victoire finale.